Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, nous sommes présentement confrontés à un gouvernement qui improvise dans tous les dossiers. C'est très inquiétant pour la population. Lorsqu'on tente d'obtenir les vrais coûts, les Québécois se font répondre n'importe quoi. On le voit avec les maternelles 4 ans, on le voit maintenant clairement avec la question des tarifs d'Hydro-Québec. On ne parle pas ici de dossiers mineurs, ce sont des engagements forts. Monsieur le Président, après avoir intentionnellement sous-estimé les maternelles 4 ans de centaines de millions de dollars, il faudrait se fier aveuglément au même comptable pour nos tarifs d'électricité. Un signe qui ne ment pas, Hydro-Québec, le monopole, est le seul qui se réjouit du projet de loi de la CAQ. Monsieur le Président, les groupes qui représentent les consommateurs sont pourtant unanimes. Si le premier ministre ne donnait pas un passe-droit à Hydro-Québec, c'était une baisse de tarifs qui attendait les Québécois. Les experts le disent, c'est un projet de loi qui va entraîner les hausses de tarifs 2 fois plus élevées par rapport à l'ancien système. Est-ce que le premier ministre peut aujourd'hui finalement avouer, comme son ministre d'ailleurs, que non seulement il n'y aura pas de chèque comme promis, mais qu'en plus, ça va coûter plus cher aux Québécois? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, en 2014 et en 2015, le Parti québécois et le Parti libéral ont augmenté les tarifs d'électricité de plus que l'inflation. Et, Monsieur le Président, on s'est engagé durant la campagne électorale à ce qu'il n'y ait aucun impôt, taxe ou tarif pour la durée du mandat qui augmente de plus que l'inflation. Donc, contrairement à ce que fait le Parti libéral, on va modifier la loi pour qu'à l'avenir, l'augmentation des tarifs d'électricité soit l'inflation, donc l'augmentation du coût de la vie. Monsieur le Président, on a déjà les tarifs d'électricité à peu près les plus bas au monde. On vient garantir avec cette loi qu'à l'avenir, on va continuer de garder les tarifs d'électricité les plus bas au monde. On a de la prévisibilité et, contrairement au Parti libéral, on n'augmentera pas les tarifs d'électricité de plus que l'inflation. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, tous les groupes sont contre. Il y a un projet de loi qui est devant nous qui a été complètement démoli durant les consultations. Je vais simplement vous citer l'expert Jean-François Blain qui dit même avec un crédit de 500 millions en 2020, on se retrouve avec des coûts plus élevés pour l'ensemble des clients par une marge de 478 millions. Je n'appelle pas ça un remboursement, Monsieur le Président. Pourquoi le premier ministre tient absolument à piger dans les poches des Québécois? Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Président, la vraie question, c'est pourquoi le Parti libéral a de la difficulté à ce qu'à l'avenir, les augmentations de tarifs d'Hydro-Québec n'excèdent pas l'inflation. C'est quoi le problème du Parti libéral? Monsieur le Président, on a une loi actuellement qui incite pas à la bonne gestion. Si demain matin, Hydro-Québec augmentait ses dépenses de 5 pourrait augmenter ses tarifs de 5 ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut mettre en place des incitatifs pour la bonne gestion. Ce qu'on dit, c'est qu'à l'avenir, ce sera l'inflation, puis ils devront gérer en conséquence. Deuxième complémentaire. La parole n'appartient qu'au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, les experts prévoient, tout le monde dit que ça va coûter moins cher à l'avenir à Hydro-Québec, mais ce que le premier ministre impose, c'est 5 ans de hausse de tarifs aux Québécois, 5 ans de nouveaux trop perçus, 5 ans de boni assurés pour les dirigeants d'Hydro-Québec. Que le premier ministre le dise donc, c'est Hydro-Québec qui a écrit le projet de loi. Pourquoi enrichir Hydro-Québec et ses hauts dirigeants sur le dos des Québécois? Monsieur, s'il vous plaît, pas de commentaires encore. Vous connaissez les règles, on les connaît tous d'ailleurs. Monsieur le Premier ministre, la parole vous appartient en réponse. Merci. Monsieur le Président, on n'est pas le premier gouvernement à se pencher sur le rôle de la Régie de l'énergie. La Régie de l'énergie va garder des pouvoirs importants pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'intersubvention pour ce qui est des exportations d'électricité pour respecter les règles internationales. Mais ce qu'on dit aux Québécois pour leur résidence, ce qu'on dit aux entreprises au Québec, dans le marché domestique, à l'avenir, l'augmentation sera égale à l'inflation. Je
je pense que c'est le gros bon sens. Troisième complémentaire, la parole n'appartient qu'au chef de l'opposition officielle, on l'a tous compris. Monsieur le Président, les experts, ils ont été très clairs en commission. Ça va coûter 100 millions de trop par année pendant 5 ans. Ça fait 500 millions, Monsieur le Président. Est-ce que le premier ministre peut finalement nous avouer une chose aujourd'hui, que c'est une taxe déguisée pour financer ses promesses électorales irréalistes? Monsieur le premier ministre, en réponse, la parole vous appartient. Monsieur le Président, c'est pas sérieux d'entendre un parti, le Parti libéral, qui a augmenté une année là, de 4,3 % les tarifs d'électricité, le double de l'inflation, venez nous accuser de piger dans les poches des Québécois alors qu'on propose un gel pour l'année prochaine puis l'inflation pour toutes les années suivantes. Monsieur le Président, c'est le grand bon sens, là. Même l'ancien ministre des Finances doit comprendre ça. Question principale. Merci. La parole n'appartient maintenant qu'à la députée de Maurice-Richard. Merci, Monsieur le Président. Il y a un fait, le Québec a, au cours des dernières années, assumé un leadership en matière de lutte au changement climatique. Un leadership au-delà des frontières du Québec, un leadership au-delà des frontières du Canada. Prenez le seul exemple de la bourse du carbone. Le Québec n'a jamais ménagé aucun effort pour aller chercher des partenaires, pour embarquer des entreprises, pour qu'on obtienne des résultats tangibles, Monsieur le Président. Ça a été le rôle du Québec au cours des dernières années. Vous êtes en train de reléguer le Québec au dernier de classe. Ça fait 1 an, Monsieur le Président, que le gouvernement de la CAQ est au pouvoir et force est de constater qu'en environnement, c'est un constat d'échec. Demain, des centaines de milliers de Québécois vont marcher dans les rues. On a même questionné la présence du gouvernement, la présence du ministre de l'Environnement à cette marche où tout le monde est invité. Et ça, au-delà des perceptions, ça traduit votre inaction et votre manque de plan. On a déjà fait perdre 1 an au Québec dans la lutte au changement climatique. Allez-vous vous ressaisir et enfin poser des actes? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. C'est dommage que la collègue ne m'ait pas accompagné sur le côté de New York au cours des derniers jours où j'ai eu l'occasion de rencontrer, par exemple, les gouverneurs de la Californie, du Maine, mais également de l'État de Washington et bon nombre d'autres décideurs en matière et économique et environnementale de premier plan aux États-Unis. Et tous vantaient la démarche du gouvernement du Québec en matière d'environnement. Les invitations à nous entendre étaient nombreuses, tellement on fait office d'école pour bon nombre de ces États américains qui souhaiteraient suivre notre exemple. D'une part, et je leur ai beaucoup parlé de la stratégie qui est en vigueur actuellement, qui vise à mettre sur la table un plan d'action ambitieux en début d'année qui nous permettra d'indiquer clairement comment on va arriver à atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre, ce que le gouvernement précédent a lamentablement échoué à faire d'ailleurs. Donc, c'est une stratégie qui est attendue. On souhaite développer de belles occasions de partenariat avec les États voisins à ce niveau-là. Bref, nous allons mettre en place une stratégie qui nous permettra de faire une différence dans le dossier environnemental. Première complémentaire, Madame la députée, à vous la parole. Un déluge de mots dans un désert d'idées, Monsieur le Président. C'est ça qu'on vient d'entendre. Puis on va revenir là-dessus, Monsieur le Président, parce que c'était pas anodin l'absence du premier ministre au Climate Week. C'est une autre démonstration de leur manque de leadership. Il y a une soif de leadership au Québec, Monsieur le Président. C'est demandé, c'est nécessaire. Est-ce que vous prenez l'ampleur de l'urgence climatique? Est-ce que vous mesurez toute l'importance de ce défi? Mais je pense que non, Monsieur le Président. Parce qu'ils, s'ils le faisaient, là, ils auraient un bilan beaucoup plus proactif. Monsieur le ministre de l'Environnement, je vais vous demander de vous adresser évidemment à la présidence. Vous connaissez également la règle. Monsieur le ministre. Peut-être la collègue n'en est pas informée, mais le Québec avait de loin, au niveau des provinces canadiennes notamment et des États américains, la plus grande délégation au rang. J'ai mon collègue des ressources naturelles qui a multiplié les rencontres. J'ai multiplié les rencontres. Aucune autre province canadienne n'était aussi bien représentée que le Québec ne l'était. Et le programme, il est disponible, si jamais vous voulez vous en convaincre, illustre fort bien l'attrait que cette délégation a pu générer au cours des derniers jours. Et je lui rappellerai que l'action qui se pose maintenant en est une qui réunit de nombreux acteurs, autant au niveau environnemental que de la classe économique, et tous vantent la démarche que nous proposons actuellement. Deuxième complémentaire, Madame la députée.
Je suis contente que le ministre de l'Environnement souligne l'excellent travail que notre gouvernement a fait au cours des dernières années, parce que si on a le meilleur bilan en Amérique du Nord au niveau des GES, bien, c'est grâce à nous, Monsieur le Président. Même Dominique Champagne, qui vous a tendu la main, dont le premier ministre s'est enorgueilli de rencontrer, bien, même lui, vous l'avez perdu. Dominique Champagne, qui était à vos côtés, il y a eu des mots extrêmement durs, extrêmement sévères. Vous avez fait perdre 1 an au Québec en lutte au changement climatique. Qu'est-ce que ça vous prend pour vous ressaisir? Monsieur le ministre de l'Environnement, Madame la députée, vous vous adressez toujours à la présidence, s'il vous plaît. Monsieur le ministre. Clairement, la collègue ne sait pas quelles sont les démarches qui sont en cours et clairement, la collègue n'est pas en contact avec les groupes environnementaux eux-mêmes qui collaborent à notre démarche actuellement. Nous sommes à compléter dans les prochains jours avec mes collègues des ressources naturelles, du développement économique régional, de l'économie, une tournée des régions qui est parrainée justement par le Réseau national des conseils régionaux de l'environnement du Québec et la Fédération des chambres de commerce du Québec. C'est un partenariat jamais vu parce que l'environnement, si on veut créer une division comme les oppositions le font, ça nous mènera à rien. Pour arriver à des résultats concrets, il faut unir et c'est ce que nous parvenons à faire actuellement. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Ça fait maintenant 4 jours que le ministre de l'Éducation refuse d'inscrire dans la loi un ratio de 1 enseignant pour un maximum de 10 élèves. Il refuse d'entendre les experts, alors je me suis dit peut-être qu'il va écouter son collègue, le député de Chauveau, 4 juin 2013. Moi, je pense que l'Assemblée nationale, les parlementaires, on est en droit de regarder, d'écrire la loi de manière dont on l'entend, évidemment en collaboration, et ça, je pense que c'est une valeur qui est importante. Alors, ce n'est pas les conventions collectives qui doivent dicter, surtout qu'on ne parle pas de ratio d'élèves par classe, mais on parle vraiment, encore une fois, je le répète, du nombre d'adultes qui sont présents dans les classes pour offrir les services aux enfants. Moi, le compromis qui est apporté à 10, je suis bien à l'aise avec ça, je suis pas mal à l'aise 10. C'est super important. À défaut d'écouter l'opposition, les experts, est-ce qu'il va écouter son collègue? Monsieur le ministre de l'Éducation. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, je suis bien content que ma collègue revienne sur les services de qualité qu'on offre dans nos classes de maternelle 4 ans. Je veux préciser qu'on a réussi à en ouvrir plus de 250 en une seule année. C'est une hausse de plus de 60 du nombre d'enfants qui bénéficient de ce service. Et c'est tout un changement avec la lenteur avec laquelle nos voisins d'en face déployaient le service. Ils y croyaient, mais à moitié, juste en milieu défavorisé aussi. Il ne fallait pas aider les familles, les enfants à l'extérieur des milieux défavorisés. C'était bien important de concentrer l'aide à ce place-là, selon les codes postaux, et non pas selon les besoins des élèves. Ça, c'était la politique précédente. Pour ce qui est du ratio, je veux informer ma collègue qu'en ce moment, le nombre moyen d'enfants par classe, dans les classes qui sont ouvertes cette année, c'est à peu près 11,3. Donc, 11 élèves par classe en ce moment, en maternelle 4 ans, mais l'enseignante n'est pas seule. Elle est utilisée par une ressource à demi-temps, ce qui donne un ratio inférieur à 10 pour un ratio adulte-enfant. La qualité est au rendez-vous. Arrêtez de défoncer des portes ouvertes. Le ratio est excellent. Première complémentaire, s'il vous plaît. La parole n'appartient qu'à la députée de Saint-Laurent en ce moment. Moi, je comprends pas. Ça fait 4 jours que le ministre s'obstine et refuse de réduire les ratios alors que tout le monde s'entend. Même le ministre de la Famille, son ratio est de 1 pour 10 dans les services de CPE. Mais peut-être qu'il va écouter sa collègue qui est assise juste derrière lui, le député de Montarville. Elle dit, moi, je trouve que l'argument de dire qu'on ne peut pas mettre ça dans une loi sur l'instruction publique, il est boiteux, il ne tient pas du tout la route. Est-ce que vous êtes capable de vous entendre entre vous? Monsieur le ministre de l'Éducation, à vous la parole. On veut faire le festival des déclarations passées, du passé, etc. Je veux vous dire... S'il vous plaît. On peut bien se dire que ma collègue oublie que le Parti libéral a adopté une résolution avant qu'elle ne se joigne au parti et qu'elle veuille en prendre la tête. Le Parti libéral avait adopté une position disant qu'il fallait déployer la maternelle 4 ans à la grandeur du Québec. C'est ce qu'on fait, nous, avec le projet de loi qui est ici, et on va le faire avec un ratio d'une grande qualité. En ce moment, il y a en moyenne moins de 10 enfants par adulte dans le réseau. Je vais vous demander encore une fois votre collaboration. Je pense qu'on l'oublie un petit peu. Attention, questions et réponses. Je pense que c'est une question de respect également. Madame la députée de Saint-Laurent. C'est rare que je serais d'accord avec la députée de Montarville. Votre argumentaire, il est boiteux.
mais vraiment boiteux. C'est dommage que, de son côté de la Chambre, ils écoutent très peu la députée de Montarville. Des fois, elle a raison. Moi, je vous invite à vous écouter de temps en temps, puis un ratio de un enseignant pour 10 élèves, c'est le maximum qu'on devrait avoir dans nos classes. Ils l'ont dit tellement souvent, en prendre moins, en prendre soin. Il ne faut pas juste que ce soit des slogans, il faut que ce soit applicable dans nos écoles. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, des fois, il faut regarder les effets là, de ce qu'on dit. Elle veut absolument un ratio de 10 enfants pour un adulte. Si on faisait ça, on couperait dans la qualité des services qu'on offre aux jeunes aujourd'hui. On ne garderait qu'une enseignante pour 10 enfants. On évacuerait la notion de travail d'équipe, de complémentarité entre les enseignantes et soit les éducatrices ou les techniciennes en éducation spécialisée. On enlèverait ces ressources complémentaires qui font la différence. On tuerait la complémentarité et on mettrait des femmes à pied. Quelle mauvaise idée! Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Votre attention à tous. Monsieur le Président, les employés de notre fonction publique sont une richesse pour le Québec. Ils contribuent à notre développement. Le gouvernement de la CAQ a promis de couper 5 000 employés dans la fonction publique. On apprend maintenant que le nombre de fonctionnaires a en réalité augmenté de 2 000 au cours de la dernière année. Il a aussi promis de déployer 5 000 fonctionnaires dans les régions du Québec. Ça nous intéresse beaucoup, cet enjeu. Alors, j'aimerais que le premier ministre nous parle de son plan de déploiement de ces 5 000 emplois en région. Et j'aimerais également lui faire une proposition au nom de ma formation politique. Nous, on pense que tant qu'à déplacer des fonctionnaires, bien, on devrait déplacer des blocs de fonctionnaires, des secteurs comme les mines, les forêts, la faune, l'agriculture et les pêcheries, des ministères complets, du sous-ministre jusqu'à la dernière personne embauchée, devraient être déployés dans les régions du Québec. C'est notre proposition et j'invite le premier ministre à la considérer. Monsieur le président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, c'est un des engagements que nous avons pris de... Pardon? Merci. Alors, c'est un des engagements que nous avons pris de notre gouvernement de respecter les régions. Alors, j'apprécie beaucoup la question du député de Matane parce qu'en fait, cette région-là est une des régions, par exemple, dans le domaine des pêcheries, où il serait important de faire ce genre d'analyse que nous faisons présentement. Alors, notre défi au cours des prochains mois sera justement d'analyser par ministère, par organisme, quelle est la situation actuelle. Parce que ce qui est intéressant, et je le dis souvent, cette information-là, aujourd'hui, dans l'ensemble de la fonction publique et des réseaux, n'est pas connue. Où sont nos fonctionnaires pour avoir justement cette représentation-là totale? Alors, j'aimerais bien dire aux députés de Matane que nous sommes intéressés à le faire, que nous allons arriver avec un plan pour justement considérer certains emplois en région et les modifier aux besoins. Première complémentaire. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, vous êtes le seul à avoir la parole. Oui. Monsieur le Président, je comprends qu'il est important de faire l'analyse pour laquelle ils sont en analyse. C'est ce que le président du Conseil du Trésor a dit. Je réitère notre proposition. 5 000 employés de l'État, il faut que ça soit significatif. Là où se prennent les décisions qui ont un impact dans les secteurs. Alors, en faune, mines, forêt, agriculture et pêche, on est capable d'envoyer le signal que dans notre capitale nationale, on va partager la présence de la fonction publique avec des régions qui pourront être désignées, capables d'accueillir ça. Premier ministre. Monsieur le Président, effectivement, on a pris l'engagement de transférer 5 000 emplois vers les régions. On va le faire par attrition, ça donne bien. Actuellement, ceux qu'on appelle les baby boomers prennent leur retraite, donc on prévoit plusieurs retraites volontaires au cours des prochaines années. Donc, le président du Conseil du Trésor, et je lui rappelle régulièrement, est en train de préparer un plan pour transférer 5 000 emplois vers les régions. C'est souhaité par les régions, c'est souhaitable pour offrir des meilleurs services à la population. Et comme toutes les autres promesses qu'on a faites, celle-là va être respectée. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, c'est à vous qu'appartient la parole. Ce que le premier ministre nous indique pourrait prendre 10 ans. Moi, je lui propose de poser un geste spectaculaire, volontaire comme il les aime,
de décréter qu'il y a 5 ministères qui sont présentement dans notre capitale nationale qui déménagent dans les régions du Québec. Je les ai identifiés pour en avoir d'autres. Qu'on aille avec cette proposition, il peut compter sur notre appui. Ça va être accueilli comme étant un vrai pouvoir qui s'en va dans les régions du Québec, puis ça va être beaucoup plus rapide que la méthode d'attrition sur 10 ans. Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur... Toujours un plaisir d'entendre les commentaires du député de Lapinière. Ça me fait tellement plaisir de l'écouter. Alors, mais par exemple, je vais répondre au député de Matane. Alors, non seulement nous apprécions votre suggestion, la suggestion du député de Matane, mais je pense qu'au lieu de faire un geste spectaculaire, il faut analyser comme il faut quels sont les ministères qui pourraient être... Pardon? Monsieur, je vous la parole. Puis en plus, je le rencontre demain. Vous allez voir, ça va être vraiment intéressant. Ça va être vraiment intéressant. Et je m'excuse, Monsieur le député de Matane, parce que votre question, elle est très bonne. Et pour terminer ma réponse... Est-ce que ça... J'aimerais seulement revenir à une règle très, très, très fondamentale, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Une règle fondamentale où on la connaît tous. D'abord, le respect, d'avoir le loisir et la volonté d'écouter les questions et les réponses. Et ça demande une collaboration. Je la demande de tout le monde. Monsieur le député, je suis obligé de vous dire que j'aimerais ça que vous mettiez en pratique aussi cette règle-là. Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais que vous soyez peut-être un plus incisif, considérant le fait que, dans la période de questions, la troisième opposition n'a pas le loisir d'avoir plusieurs questions. La question de mon chef, elle est importante. C'était une proposition. Nous attendons la réponse pour laquelle on attend une collaboration. Et malheureusement, de voir l'opposition officielle faire du brouhaha nous empêche, comme opposition, d'avoir la collaboration sur nos propositions par rapport à l'action gouvernementale. S'il vous plaît, je pense que vous connaissez aussi cette règle-là. Je vais vous demander à nouveau votre collaboration. Je pense que de fait, nous sommes là pour faire en sorte que tout se passe bien, qu'on donne des réponses à des questions. Les citoyens et citoyennes le souhaitent également. Alors, collaboration et ceux qui le savent, aussi prennent part à cette volonté de faire mieux. Monsieur le Président du Conseil du Trésor. On oubliait un peu la suite des choses, Monsieur le Président. Question principale. Madame la députée de Mercier. Monsieur le Président, cette année, on assiste à la naissance d'une histoire d'amour entre la CAQ et l'industrie gazière. Et cette romance est en train de faire perdre complètement la tête au gouvernement. Les scientifiques sont extrêmement clairs. Le gaz naturel n'est pas une énergie renouvelable ni une énergie de transition. Ça, c'est des histoires que raconte l'industrie pour séduire les gouvernements et la CAQ est totalement en train de tomber sous le charme. Le problème, c'est que toute cette opération de séduction se base sur une illusion invalidée par la science depuis très longtemps. L'industrie nous promettait une fuite de méthane, presque pas de fuite de méthane, alors que les études maintenant nous démontrent que c'est près de 5 % de fuite. Et ça, c'est amplement suffisant pour annuler tous les gains environnementaux. Je vais déposer ici une étude du Global Energy Monitor qui est très claire à ce sujet. Alors, qu'est-ce que le ministre préfère? La science ou l'industrie gazière? Consentement pour le dépôt du document. Consentement, je comprends. Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, pour nous, clairement, le gaz naturel constitue une énergie de transition. Quand on se promène sur la côte nord et on voit, par exemple, des usines de bouletage, des alumineries, des entreprises majeures du Québec, majeures pour le développement économique du Québec, qui, par l'utilisation potentielle du gaz naturel, par exemple pour une usine de bouletage, transformer le processus qui est au mazout pour le gaz naturel, résulterait à une diminution de 30 % des émissions de GS. 30 % pour une usine de bouletage, ça peut représenter 100 000 tonnes de GS. L'équivalent de 25 000 voitures électriques. L'équivalent de la moitié de la flotte des véhicules électriques du Québec. Alors, on pense, nous, effectivement, que le gaz naturel est une énergie de transition qui peut permettre d'atteindre nos objectifs.
Première complémentaire, Madame la députée. S'il vous plaît. Il ne s'agit pas de penser que c'est une énergie de transition, mais plutôt de le prouver, et c'est ce que je viens de faire avec l'étude. J'ai amené une autre lecture de chevet pour le ministre. Donc, c'est le rapport de GIEC déposé hier. Selon le GIEC, pour avoir une chance crédible de modérer le réchauffement climatique, il faut réduire la production de gaz naturel de 15 % d'ici 2030 et de 43 % d'ici 2050. Réduire, pas augmenter. L'urgence climatique a été déclarée hier. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour le ministre? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. La collègue se dit intéressée par la science. Je veux l'inviter à lire une étude qui a été publiée il y a quelques jours à peine par un scientifique environnementaliste de renom, le scientifique Claude Villeneuve, qui a publié une étude en compagnie de collègues scientifiques sur la question et qui laisse entendre qu'un projet comme celui dont parle la collègue pourrait se réaliser en étant carboneutre. Ce qui est intéressant de savoir, et les scientifiques sont unanimes à le dire, si on souhaite réaliser nos diminutions de gaz à effet de serre pour 2030, ce sera en large partie à cause de technologies qui n'existent pas en 2019. Ça veut dire à quel point la science va évoluer rapidement. Pour laisser place à la science, il ne faut pas dire non dès le départ. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Pour que les ministres me comprennent bien, je vais leur donner un exemple très, très simple. Selon eux, est-ce qu'un camion de diesel pollue plus ou un camion au gaz naturel? Qu'est-ce qui pollue plus? J'ai ici une étude qui le dit et qui est très, très claire. Et je vais divulgacher la conclusion de cette étude. Les camions au GNL polluent 5 fois plus que les camions au diesel. 5 fois plus. Comment le ministre peut-il continuer, et les ministres peuvent-ils continuer sans rire à dire que le gaz naturel, Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Alors, cette semaine, mon collègue et moi, nous sommes allés à New York pour différentes rencontres. Hier, je participais à un panel avec des personnes intéressantes, dont la gestionnaire des principaux ports et aéroports de New York. Et pour eux également, on doit additionner toutes les mesures pour pouvoir atteindre nos objectifs qui sont audacieux. Réduction de 37,5 % des GES d'ici 2030, c'est audacieux. Et la transition énergétique, avec les résultats qu'elle procure, fait partie intégrante de la solution pour y arriver, Monsieur le Président, et c'est comme ça qu'on va travailler. Question principale. Monsieur le député de Marquette, la parole n'appartient qu'à vous. Tous, s'il vous plaît, à votre attention, encore une fois. Merci, Monsieur le Président. Nos jeunes ne bougent pas assez. Leur sédentarité est un véritable fléau. Il y a un réel problème quant à l'augmentation des troubles de déficit d'attention et des problèmes de concentration. Plusieurs parents s'inquiètent de la part des tablettes, téléphones et jeux vidéo sur le développement de leurs enfants. Une étude de l'Université de l'Alberta a récemment fait un lien entre le TDAH et le temps d'écran. Or, pendant ce temps, dans nos écoles, on développe des programmes de e-sports, c'est-à-dire une concentration dans un programme d'études pour jouer à des jeux vidéo à l'école. Donc, au lieu de les encourager à bouger, on les incite à jouer à encore plus de jeux vidéo. Est-ce que la ministre déléguée à l'Éducation est d'accord avec l'orientation de son gouvernement qui permet le développement de ces programmes sans savoir les impacts? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, c'est une question intéressante, une question qui anime les débats, les discussions. Il faut savoir que le e-sport, là, c'est un mot marketing, c'est pas du sport, hein? On s'entend? C'est une activité. J'aime pas beaucoup le terme e-sport. En plus, c'est en anglais. Je préférerais quelque chose en français. Mais ceci dit, il y a moins d'une dizaine de ces programmes dans l'ensemble du réseau québécois. Maintenant, s'ils ne sont pas bons, ça ne serait pas tolérable. J'ai fait des vérifications pour constater qu'il y a très peu d'heures de jeux électroniques dans ces programmes, même s'ils portent ces noms. Et ensuite, ça a été monté par des enseignants, des équipes écoles, des professionnels de l'éducation. En gros, je vous dirais des adultes bienveillants qui sont en train de s'approprier ce qu'on a rendu public au printemps dernier, la compétence numérique. Et dans le cadre de ces cours-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils outillent les jeunes à s'autodiscipliner. Donc, loin de créer de la cyberdépendance, ils font de la prévention. Ils outillent les jeunes à ne pas être dépendants de ces jeux, à compter le temps d'heure qu'ils peuvent passer devant un écran et même à compenser par l'activité physique. Souvent, pour chaque heure de jeu vidéo, il y a du temps prévu d'activité physique. Première complémentaire, Monsieur le député.
J'aimerais entendre la ministre déléguée qui est ancienne athlète olympique, soit dit en passant. Plus d'études sont nécessaires avant de développer le programme E-Sport. D'ailleurs, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux a dit le 16 septembre dernier, et je le cite, « On a besoin de plus d'informations. Les données qu'on a présentement, c'est sur les enfants de moins de 5 ans, le temps d'exposition à l'écran. On a vraiment besoin de plus d'informations. » Fin de la citation. Monsieur le Président, la ministre est-elle d'accord avec son collègue délégué à la Santé, tout simplement? Monsieur le ministre de l'Éducation. Je veux préciser une chose, comme je le disais tout à l'heure. Dans la plupart de ces programmes, sinon tous les programmes, sont en train de faire les vérifications. Il y a du temps de compensation. Donc, si on fait dans toute la semaine, pas chaque jour, mais dans toute la semaine, 1h30, 2 heures de jeux électroniques sous supervision d'adultes, bien, il va souvent avoir 1 heure, 1h30, 2h30 d'activité physique de plus que les autres élèves pour bien comprendre et amener les jeunes à trouver un équilibre. Donc, l'interdiction totale ne rime pas toujours avec éducation, prise de conscience et autodiscipline, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Marquette. Monsieur le Président, les e-sports, ça crée une dépendance. Sur les e-sports dans les écoles, la Dr Véronique Beaubot, professeure et chercheuse à McGill et à l'hôpital Douglas, a dit, je la cite, « C'est sûr que c'est surprenant de voir qu'on va amener dans nos écoles quelque chose qui va être défavorable au bien-être de nos enfants. » Fin de la citation. Comme tous les parents, nous sommes très, mais très préoccupés. Pour le bien de nos enfants, à quand un moratoire sur les jeux vidéo dans les écoles? Madame la ministre déléguée à l'Éducation. Bien, merci, S'il vous plaît. Monsieur le Président. Je vais d'emblée répondre à une question au député de Marquette concernant le e-sport et de ma définition de ce qu'est le e-sport. Je pense que ce serait une question de sémantique à se dire pourquoi ce n'est pas moi qui traite cette priorité ou ce développement de cette activité. Mais une chose qui est essentielle à comprendre, c'est que le e-sport n'a de sport que le nom. Il ne sera jamais reconnu comme un sport. Je n'ai aucune intention de développer cette activité-là et je vais continuer à poursuivre les efforts pour que nos jeunes soient actifs, pour qu'ils soient... En terminant. Allez, s'il vous plaît. Non, mais je vais vous demander tout le monde encore une fois. Non, je le répète encore une fois, je vous demande votre collaboration. Ça devient incommodant alors que tous travaillent à faire en sorte qu'on puisse être attentifs et aux questions et réponses. Je vous demande votre collaboration. La parole appartient maintenant à la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, mardi, j'ai déposé une motion pour que l'Assemblée nationale demande aux partis fédéraux de s'engager à rembourser les Québécois pour leur portion de l'achat de l'oléoduc Trans Mountain. Mais le gouvernement a refusé d'en débattre. Je résume la situation. Les Québécois ont dû payer plus d'1 milliard de dollars pour se porter acquéreurs d'un oléoduc dans l'Ouest canadien qui transporte le pétrole le plus polluant de la planète. C'est totalement contraire aux actions que commande l'urgence climatique. Hier, on a parlé d'un oléoduc qui n'existe pas encore. Là, on parle de quelque chose de concret. Monsieur le Président, le pire dans tout ça, c'est que c'est pas fini. Avec les travaux d'expansion qui sont prévus, à terme, les Québécois vont avoir payé plus de 4 milliards de dollars pour soutenir ce projet complètement irresponsable. Ma question est simple. Comment le gouvernement du Québec peut-il accepter que l'argent des Québécois soit utilisé par le gouvernement du Canada pour développer, et je cite le premier ministre, l'énergie sale? Ministre de la Justice. Monsieur le Président, tout le monde sait ici qu'au Québec, on s'oppose vivement au passage d'un gazéoduc ou un oléoduc sur notre territoire et on va continuer à défendre nos compétences en matière d'environnement. D'ailleurs, nous sommes intervenus auprès de la Cour suprême sur le pouvoir de la Saskatchewan pour justement défendre notre compétence à cette matière. Donc, on peut rassurer les Québécois sur cet enjeu-là. Nous sommes présents. Nous avons d'ailleurs fait part de nos priorités, mais dans notre priorité, le pouvoir du fédéral de dépenser, on demande de l'encadrer également, ça en fait partie. Donc, on continue ce combat-là, on va continuer ce combat-là et ces discussions-là avec le gouvernement qui sera légitimement élu par les Canadiens après le 21 octobre et nous serons présents pour défendre les Québécois, Monsieur le Président. Madame la députée de Marie-Victorin, première complémentaire. Monsieur le Président, les Québécois vont payer 4 milliards pour cet oléoduc-là. D'un côté, la CAQ nous dit que c'est possible de défendre les intérêts du Québec au Canada, mais de l'autre, elle reste silencieuse pour un projet comme celui de l'oléoduc Trans Mountain, ce qui va contrairement
complètement à l'encontre de nos objectifs climatiques et à l'encontre de nos intérêts économiques. Je donne une chance à la ministre de se reprendre et de se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce que le Québec compte faire pour que l'argent des Québécois cesse d'être investi dans le pétrole par le gouvernement du Canada? Madame la ministre responsable des Relations canadiennes. Non, je m'excuse. Monsieur le ministre des Finances. Bon. Il s'agit, d'abord, j'aimerais clarifier qu'il s'agit d'augmenter la capacité d'un gazoduc existant et non de construire un nouveau gazoduc. Le gouvernement fédéral a décidé, pour faciliter l'augmentation de la capacité du gazoduc, de faire un investissement. C'est son intention de le revendre, notamment aux populations autochtones qui sont le long du gazoduc. C'est leur argent, leur décision. Oui, nous sommes 23 de la population canadienne et 19 de son économie. Bien sûr, nos dollars contribuent à cet achat. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, c'est pas leur argent, c'est l'argent des Québécois dont il est question. Moi, j'aimerais rappeler au premier ministre les paroles qu'il a prononcées lors de son discours inaugural en novembre dernier. Il a dit, je cite, « Je ne peux ignorer le défi de l'urgence climatique et continuer de regarder mes deux fils dans les yeux. » Eh bien, si le premier ministre était sérieux et sincère à ce moment-là, je lui demande de se lever aujourd'hui et de nous dire qu'il fera entendre la voix du Québec au Canada pour combattre le projet Trans Mountain. Monsieur le ministre des Finances. Il s'agit d'un pipeline en Colombie-Britannique et il y a un débat entre la province de la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral sur cette augmentation de capacité. Et oui, le gouvernement fédéral a décidé d'investir dans ce pipeline. C'est leur intention de le revendre, notamment aux populations autochtones. Et bien sûr, puisque nous sommes 23 de la population canadienne et 19 de son économie, de facto, nous contribuons à cet achat, mais nous recevons aussi 13 milliards de péréquations, de transferts fiscaux généreux. Question principale, Madame la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Hier, encore une fois, le premier ministre a accusé Québec solidaire d'être déconnecté de la réalité des régions. J'ai une petite nouvelle pour le député de l'Assomption. Moi, j'habite pas à Montréal, j'habite même pas à Rouyn-Noranda. J'habite sur le chemin du premier rang à Duhamel-Ouest. Dans ma MRC, c'est 1 habitant par kilomètre carré. Je me ferai pas donner de leçons sur la ruralité, Monsieur le Président, par la CAQ. C'est pas vrai qu'on veut juste plus de routes et d'autoroutes. On veut, nous aussi, des alternatives à la voiture. On y a droit comme tous les Québécois. Savez-vous c'est quoi la réalité sur le terrain? Nos aînés au Témiscamingue qui ont des rendez-vous médicaux à Rouyn doivent prendre l'autobus la veille à 6 heures le soir, aller à leur rendez-vous le lendemain et attendre le surlendemain pour revenir chez eux. C'est 3 jours de voyage pour un rendez-vous médical. On a l'impression d'être au 19e siècle. C'est quoi leur plan pour le transport collectif en région? Et je leur donne un petit indice. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je comprends très bien la problématique du transport interurbain. J'ai même entendu Québec solidaire, voilà quelques semaines, qu'il fallait nationaliser le transport interurbain et investir 2 milliards de dollars. On va investir des sommes importantes. On investit déjà des sommes. Je vis le même problème que chez vous. Il y a des dessertes chez nous qui ont été abandonnées en Estrie. Tout le monde le vit. Il y a une crise dans une certaine mesure. Maintenant, on doit le faire de bonne façon, préparer un plan. Il y aura un sommet sur le ferroviaire avant Noël. Il y aura aussi, dans les prochains mois, une analyse complète sur le transport interurbain au Québec pour être capable de répondre à tous ces besoins immenses que j'ai bien entendus en Abitibi quand je suis allé voilà quelques mois déjà. Encore une fois, laissez-nous le temps de faire le travail. On pourra répondre, encore une fois, aux inquiétudes de la députée. Complémentaire, Madame la députée. Le gouvernement dit qu'il y a de la volonté, mais il ne met pas d'argent. Savez-vous combien d'argent est dédié au transport interurbain? 0,67 % du budget de transport collectif. 0,67 %. C'est ça avoir de la volonté, Monsieur le Président? Le transport collectif régional, c'est pour les jeunes, c'est pour les aînés, c'est pour les immigrants qui viennent s'installer chez nous et qui n'ont pas de permis de conduire. C'est le congrès de la Fédération québécoise des municipalités aujourd'hui. Êtes-vous à l'aise d'avoir aucun plan à leur présenter sur le transport collectif régional? Madame la ministre des Affaires municipales.
Alors, merci, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de répondre à votre question, cher député de Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue. Alors, je peux vous dire que nous, tantôt, mon premier ministre et moi, allons au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités pour leur annoncer que, oui, nous avons pensé aux régions dans notre pacte fiscal. Dans le pacte fiscal, vous allez voir, il y a un montant qui a été accepté de la part du ministre des Finances et de mon collègue au transport pour la voirie locale, pour les plus petites régions. Également, il va y avoir un fonds, vous allez découvrir un fonds pour les régions qui va s'appeler Fonds Régions et Ruralité. Alors, je vous remercie de votre question et vous serez vraiment réconfortés parce qu'on a travaillé pour vous, pour Deuxième votre région. complémentaire, Madame la députée. Encore une fois, la parole n'appartient pas de commentaire et la parole n'appartient qu'à la députée. Transport collectif régional ici. Hier, le premier ministre nous a dit que Chaudière-Appalaches n'était pas assez densifié pour un tramway. Quel raccourci! En région, là, c'est pas ça qu'on demande. Le transport collectif, c'est pas juste des tramways puis des métros. C'est aussi des autobus, c'est des systèmes d'autopartage. Est-ce que la CAQ, votre opinion des régions, c'est qu'elles veulent faire comme en ville? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, Québec solidaire mettra toujours en opposition le tunnel Québec-Lévis contre tout autre projet au Québec. On est capable d'avancer, de comprendre la situation du transport collectif et d'y investir les sommes adéquates dans le futur. Répondre encore une fois des besoins des communautés en région, je mesure très bien, je suis extrêmement sensible face à ces dossiers. J'ai rencontré des intervenants, des propriétaires de transport chez vous, voilà quelques mois, en campagne électorale la dernière fois avec mon collègue, le président du Conseil du Trésor. On mesure la situation, on la comprend. Donnez-nous le temps, encore une fois, de préparer un plan de match pour répondre encore une fois aux besoins des populations en région et de votre inquiétude. Question principale, Monsieur le député de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Alors, la spéculation immobilière a eu des impacts importants pour les villes de Vancouver et de Toronto. Cette bulle a poussé les prix des résidences à la hausse pendant des années, tellement qu'il devenait très difficile de se loger convenablement. D'ailleurs, ces deux villes ont imposé une taxe aux acheteurs n'habitant pas leur logement afin de calmer la situation. Au Québec, et plus particulièrement à Montréal, nous ne sommes pas à l'abri de vivre cette même situation. D'ailleurs, cet été, Royal Lepage est venu nous confirmer qu'un impact commençait à se faire sentir à Montréal. Je cite, « La demande par des acheteurs étrangers commence pour la première fois à avoir un impact tangible sur le marché immobilier montréalais. » Fin de citation. Nous connaissons donc les impacts que la spéculation immobilière peut avoir sur l'accès à la propriété. J'ai déjà posé cette question au ministre en juin. Il préférait attendre. Alors, quand choisira-t-il d'agir maintenant ou trop tard? Monsieur le ministre des Finances. Merci pour cette question. Effectivement, l'économie du Québec va très bien et le marché immobilier de Montréal reflète cette situation. Pour les 6 premiers mois de l'année, Monsieur le Président, 2,7 de croissance au Québec contre 1,5 au Canada. L'emploi, nous sommes la province avec le plus bas taux de chômage au Canada, Monsieur le Président. Alors, évidemment, le marché immobilier de Montréal reflète ce dynamisme. Quant aux acheteurs étrangers, je crains qu'on confonde les acheteurs immigrants et les acheteurs étrangers parce que les statistiques que nous avons montrent qu'il y a moins d'acheteurs étrangers en 2019 qu'en 2018. Première complémentaire, M. le député de Robert Baldwin. Merci, M. le Président. Je parle d'acheteurs non résidents. Je ne parle pas d'immigration. Je vous dis aussi que la situation ne doit pas être prise à la légère. Ce qui s'est produit à Vancouver et à Toronto au fil des années a eu des répercussions majeures sur l'accessibilité à la propriété. Montréal est la prochaine ville sur cette liste et elle réclame que vous imposez les acheteurs non résidents. Qu'attendez-vous pour agir? Le ministre des Finances. Mais j'aimerais juste corriger l'affirmation du député de Robert Baldwin parce que je suis en contact avec la mairesse de Montréal précisément sur cette question et Montréal ne demande pas une intervention au gouvernement du Québec. Et la principale raison est que le phénomène des acheteurs étrangers en 2019 est inférieur à 2018. Nous sommes inférieurs à 3 d'acheteurs étrangers à Montréal. Lorsque Vancouver a intervenu, c'était 15 %. Lorsque Toronto a intervenu, ça avoisinait 10 %. Alors, on se prépare, on considère les mesures que nous utiliserions si le phénomène était dominant
Mais les statistiques que nous avons montrent que ce n'est pas le cas. Deuxième complémentaire, M. le député de Robert Baldwin. Deux choses. Les statistiques, on aimerait aussi les avoir. Ça serait la moindre des choses qu'elles soient partagées avec les parlementaires, première chose. Deuxièmement, ce qu'on parle ici, c'est du centre-ville de Montréal. On ne parle pas de la région de Montréal. On parle du nombre d'acheteurs non résidents au centre-ville de Montréal, où la situation commence maintenant déjà à s'approcher de ce qu'elle était à Vancouver et à Toronto. Pourquoi attendre? On sait très bien ce qui va se passer si on attend. Alors, qu'attendez-vous pour agir quand on a encore le temps? Monsieur le ministre des Finances. Non, mais, Monsieur le Président, on se prépare, bien sûr, on se prépare. Je suis en contact avec la mairesse de Montréal. On partage l'information. On est conscient de ce qui a été fait à Toronto et Vancouver, mais ce n'est tout simplement pas la même situation. Alors, je le répète, le Québec va très bien. Les statistiques économiques sont excellentes. Et Montréal reflète ça. Et son marché immobilier est en équilibre avec une croissance de prix de l'ordre de 5 %. Et tout ceci reflète tout simplement le dynamisme de l'économie québécoise. Il n'y a pas de problème d'acheteurs étrangers présentement. Cela met fin à la période de questions de réponse orale. Merci à tous.